Lacou. 1964. Lacou, c'est ce petit village dans lequel nous sommes venus nous installer, Cécile et moi, en 1959. Il y a quelque temps, j'ai reçu un cadeau. C'est un homme qui me l'a offert, qui m'a dit: je crois que pour vous, ça serait peut-être bien. Ce cadeau était une boîte noire, plate. Je suis resté des semaines, des mois, à tourner autour, tout en continuant à dessiner, mais en ayant par moments davantage l'œil tourné vers la boîte noire que j'avais posée sur l'autre grande table que j'ai dans mon atelier. Je lâchais mon dessin. Je tournais autour de cette boîte. Il y a eu plusieurs boîtes comme ça qui ont joué un rôle dans ma vie, oui. En 1957, par exemple, on n'était pas très loin d'ici. On était à Corcelles. Pour situer un peu, Corcelles, Lacou, c'est l'extrémité du plateau de Breno, dans le Haut-Bugey. On est à vol d'oiseau, à une cinquantaine de kilomètres de la Suisse, quoi. On s'est trouvés là, Cécile et moi, parce qu'elle a été malade. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était malade. C'est-à-dire qu'en 52, on s'est rencontrés fin 51. En 1952, elle commençait, disons, à rechuter, quoi. Elle réveillait, si on peut dire comme ça, sa tuberculose qui n'avait jamais dormi d'un profond sommeil. Hein. Et puis en 53, elle venait sur le plateau de Breno, dans la ville sénatoriale de Hauteville, qui est à 5 km d'ici, qu'on peut voir depuis ici. Et en 57, c'est-à-dire un peu moins de 4 ans après avoir quitté le plateau, nous étions revenus sur Paris. Tous les étés, nous passions un mois à peu près, un mois et demi. À l'abri de la grande protection des forêts de sapins, nous disant que c'était la meilleure protection, la meilleure façon d'apporter de l'air et comme des engrais à nos organismes un peu délabrés. Et puis en 57, on était à Corcelles, un petit village de montagne entre ici, Lacou et Breno. En 1957, c'est moi qui suis retombé malade. On est resté un an et demi à Corcelles. C'est le temps qu'il m'a fallu pour consolider mon architecture intérieure. Ouais.
Pendant ce temps-là, je regardais Cécile d'un œil, me demandant si elle n'allait pas, du coup, elle aussi, repiquer du nez. Parce que la vie était extrêmement difficile à Corcelles, parce que nous étions dans une maison où il n'y avait qu'un poêle, parce que c'était une maison seule dans la montagne qui faisait plus froid qu'à la cour. Plus froid, c'est-à-dire que l'isolement rendait le froid plus grand, c'était mon avis. Et puis l'isolement de la maison elle-même, elle était battue par tous les vents de tous les côtés. Et après cette année et demie passée à Corcelles, il a bien fallu que nous admettions qu'il était peut-être maintenant important de ne pas pendant un temps jouer avec ce qui était maintenant en chacun de nous, c'est-à-dire je savais que à tout instant, à la suite, voilà, d'un courant d'air, on était devenu fragile à ce point. Il serait possible que l'un des deux descende, et alors on ne peut répondre de rien quand les pierres s'accumulent contre votre porte, la porte finit par casser. Alors, la question était un peu simple pour nous. Nous n'avions, pour ainsi dire, pas d'argent, et il fallait envisager de vivre dans les montagnes, mais pas pour 6 mois. Quant à faire, faisons ça sur un temps beaucoup plus long. Alors moi, je lançais comme ça le chiffre 10 ans. Alors en 10 ans, on a le temps de voir venir. Et acheter, ça se posait pour ainsi dire pas. Sauf que nous sommes venus un jour ici au village, qu'on a trouvé cette maison qui était vide, inoccupée depuis longtemps, et qu'on s'est décidé à acheter parce qu'elle était si bon marché que c'était une façon de ne pas la donner, mais de demander à l'époque, je crois que c'était 200 000 francs, on parlait encore en francs comme ça, 200 000 francs. Alors, il y avait beaucoup à faire, j'ai fait beaucoup dedans, et puis nous sommes venus nous y installer en 1959. Donc, en ce moment, c'est l'hiver 63-64. Ça ne fait que 3 ans et demi que nous sommes là. Ça ne fait que ça, mais que d'orage. Ouais. Alors j'ai donc reçu cette boîte noire. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Celui qui me l'avait donné m'avait dit, je crois que ça sera bien pour vous. Vous allez vous servir de ça. Vous verrez. Je sortais, quand il me l'a donné, c'est-à-dire fin 63, à l'entrée de l'hiver 63, c'est-à-dire qu'il y a actuellement peu de temps, quelques mois. Je sortais, enfin je ne sais pas si je peux déjà dire que je sortais. En tout cas, j'avais en 1957, en tombant malade, j'avais reçu aussi un paquet plat. J'avais reçu un paquet plat qui était une petite machine à écrire. Et c'était à peu près la même chose, toute petite. Je l'ai. Pour que le temps soit moins long dans le lit, alors j'avais reçu ça, je suis tombé malade. En fait, on a trouvé que j'étais malade en juillet.
pourrais presque dire je l'ai toujours été, mais je ne le sentais pas encore au mois de juin. J'étais pas costaud sur mes jambes en arrivant de Paris, mais au mois de juillet, on m'a trouvé ça. Et au mois d'août, je recevais ce premier paquet plat. Alors, premier paquet plat, j'ouvre machine à écrire. Machine à écrire, elle permettra de supporter les longues cures allongées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Machine à écrire. J'ai toujours eu une petite machine à écrire depuis que j'ai été dans l'armée, disons. Alors j'ai commencé à pianoter, à tapoter, et puis vers le mois de septembre de 1957, j'étais à peine essuyé de mes fièvres, disons comme ça. Je commençais à sortir un peu ma tête et à regarder comment était la chambre depuis que j'étais malade. La chambre, c'était même pas une chambre, c'était un carré. On entendait les rats courir au-dessus. C'était un tuyau du chauffage qui était en dessous de la cuisinière qui passait dans cette pièce et qui, quand on mettait du bois en bas, chauffait un peu le tuyau et donnait l'illusion d'avoir un peu chaud. Mais je tapotais. Je tapotais comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Et me sentant mieux, mais ne sachant pas trop si je me sentais mieux parce que je tapotais ou si, ce qui était beaucoup plus probable, je me sentais mieux parce que j'étais entré dans un traitement lourd. Je commençais à entasser les pages d'une marche qui allait se terminer un peu plus d'1 an après et qui représentait un gros paquet de papier, de feuilles noircies par la machine, et qui était aussi une réponse à ce que depuis des années j'agitais et je n'arrivais pas à cracher. Hein. Et là, il avait fallu que je parvienne à ça, c'est-à-dire que je crache réellement et que l'on me dise « mais vous êtes malade et vous avez ça ouais. ». Et que je tape sur la machine à écrire et que là, je crache vraiment. Que la machine à écrire me permette d'expectorer, comme on peut dire. Alors j'avais auparavant eu quelques tentatives. Parce que voilà, je dis ça maintenant dans le deuxième petit paquet noir, qui est on l'aura compris, c'est un petit magnétophone. Si j'arrive avec lui à mener à peu près à bien ce que j'ai essayé de mener à peu près à bien avec l'autre paquet noir, la machine à écrire. L'autre paquet noir m'a jusqu'à maintenant, de 1957 que je l'ai eu jusqu'à maintenant, l'hiver 63-64, c'est-à-dire en à peu près 7 ans, j'aurais accumulé les fautes, si on peut dire ça, hein, c'est-à-dire j'aurais commis un gros paquet de feuilles que j'ai appelé la Ghana, un autre paquet de feuilles, sens inverse, encore un autre, la perruque, et puis une multitude de paplards qui traînent, et que je ne peux plus regarder, et que je ne peux plus continuer, et que je m'en mêle un petit peu. Parallèlement à ça, et depuis 1948, alors on remonte, 48 c'est 10 ans avant 57-58. En 48, je me trouvais dans une librairie à Marseille,
Je suis arrivé même en 47. J'arrivais d'où? J'arrivais du Maroc. Qu'est-ce que j'étais allé foutre au Maroc? Ben, c'était la suite d'un engagement que j'avais signé en France, en 44. Comment se fait-il qu'en 44 j'ai signé un engagement? Ben, j'ai signé un engagement parce que je sortais de près de 2 ans dans les rangs de la résistance et que je ne pouvais plus retourner travailler en usine. C'est-à-dire que j'ai commencé très tôt, très tôt à travailler. Je peux dire que j'étais donc très tôt malade aussi. Avant de rentrer en usine à 13 ans, j'avais déjà été malade. Et puis dans l'usine, eh bien, il s'est passé, c'était sous l'occupation, là, dans une usine d'aviation. Ah, si je pouvais arriver à parler de tout ça, peut-être que la boîte noire va m'y aider, là. Enfin voilà, là, bon, ben, je fais une grande rencontre. Une grande rencontre, et puis il faut partir. Il ne faut pas rester là où on est, dans l'usine et dans la banlieue, parce que on vient de se faire brûler. Alors on s'est rabattu. Pour moi, on m'a dit on va là, à l'époque, à 17, 18 ans, 19 ans. On fait ce qu'on dit. J'ai fait ce qu'on a dit. Puis je me suis retrouvé dans le Doubs, dans les bois, dans les forêts du Doubs, pas très loin de la frontière suisse. Et voilà. Et là, ben, on a fait. Et c'est de là qu'en sortant en 44, j'ai pas pu retourner en usine et que je suis allé m'engager. Et pendant que j'y étais, j'ai signé 3 ans. J'étais à l'abri de l'usine pendant 3 ans. Et quand j'en suis sorti de ces 3 ans-là, ben, ça m'avait amené jusqu'au Maroc, où je suis resté 2 ans. Puis à la fin de mon temps au Maroc, ben, j'avais rencontré quelqu'un avec qui je me suis marié. Ça n'a pas été la réussite. Ça n'a pas été la réussite, mais en partie, peut-être même en grande partie, c'est moi. C'est moi qui ai fait que ça a dérapé. Mais je ne l'ai pas fait. J'allais dire, je ne l'ai pas fait par méchanceté, c'est bien vrai. Je ne l'ai pas fait par méchanceté, j'ai été emporté, Le seul petit boulot que j'ai su faire quand j'étais gosse, c'était électricien. J'avais même passé J'avais passé un examen. J'avais été reconnu électricien. Voilà. Alors pas grand électricien, mais électricien. Puis j'avais essayé d'affiner un peu ça, puis de devenir un bon électricien. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est là qu'on s'est fait brûler. Alors, cette femme que j'ai rencontrée, elle est même venue avec moi au Maroc à la fin. À la fin. On était mariés, elle n'allait pas rester en France. À l'occasion d'une permission, je me suis marié. À l'occasion de ce mariage, elle m'a suivi. Elle est revenue. Enfin, elle est venue là où j'étais depuis des mois et années, c'est-à-dire un poste extrêmement isolé dans le nord du Maroc. Et puis le temps a été terminé, je n'ai pas rempilé, et je suis revenu, nous sommes revenus en France. Peu de temps après, une petite fille naissait,
Et je me retrouvais là, civelot, marié, père de famille, naturellement sans travail. Et je me suis dirigé vers ce qu'on m'indiquait, c'est-à-dire elle, cette femme. Il y avait une librairie dans Marseille qui était tenue, pas par elle, mais par une de ses sœurs. Et tout naturellement, on m'a dit peut-être que tu pourrais essayer là. Alors j'ai essayé là. Et c'est là que je dis, c'est beaucoup à cause de moi que tout a commencé à faire un grand dérapage. C'est que là, j'ai trouvé non pas chaussure à mon pied, mais commencement. Oh, peut-on parler d'un commencement? Quand ça commence, on ne sait pas que c'est un commencement. C'est là que j'ai trouvé quelques mots écrits alors là, dans des livres, qui ne répondaient pas à ce que je me posais comme question, mais qui allaient petit à petit m'amener à voir que j'avais des questions. Que j'avais des questions depuis extrêmement longtemps, mais comme tout le monde. Mais qu'au lieu de les avoir tuées, ou qu'elles aient été tuées, ces questions étaient toujours là, grouillantes comme des mouches et des vers. Très tôt, j'ai compris que le temps me grattait la peau, me grattait les os. Mais rien ne me destinait, rien. Père alcoolique, mère très malade, perdue, grande mélancolique, grande triste, pleine d'espoir parce que j'étais venu au monde. Des gens complètement fauchés, n'ayant aucune idée de construction de quoi que ce soit. Mais comment construire quand il y a rien? On pourrait dire construire sur du sable, mais s'il y avait eu du sable, mais il n'y avait même pas de sable. Et moi, je suis venu. J'étais là. En 24, j'étais déjà là. Alors il a fallu pousser là. Il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait la mère de ma mère. C'était des Italiens. Et puis il y avait un oncle. L'oncle, c'était le frère de mon père. Du côté de ma mère, il y avait encore beaucoup de familles. Une partie était en Italie, restée en Italie. L'autre partie avait déjà émigré, était venue en France. Voilà. Ils se tenaient les coudes, mais dans la misère, se tenir les coudes, c'est bon, naturellement. Mais ça a fait que ma mère qui était sans doute malade quand elle était enfant, l'est devenue de plus en plus. Et c'est par elle que j'ai mon hérédité, son intelligence bacillaire, je l'ai reçue là. Ouais. Mon père, il a glissé tout doucement. Voilà à peu près. Parce que aujourd'hui, devant un micro qui a une tête rouge, un gros œil qui me surveille, comme... Je sais pas trop quoi dire. Ça pourrait être un œil, une bouche. Ça a quelque chose aussi de la bombe, de la balle à l'envers. Alors ça commence ici à la cour. Quelque chose commence peut-être. Je voudrais que ça commence. Celui qui m'a donné la boîte m'a bien dit ça pourrait être très bien pour vous. Très bien parce que je ne suis pas très bien. J'ai fait ce que j'ai dit.
J'ai tapé sur ma petite machine pendant 1 an et demi. Après, je me suis relevé. Et puis quelques mois après, on est venu ici. On a acheté ça, cette maison. Notre maison. La première maison de ma vie. C'est peut-être la dernière. C'est sûrement la dernière. Elle est bien, elle est simple. Il y a 2 chambres, une cuisine, une autre pièce. Et puis là, depuis quelque temps, là aussi pour que j'aille bien, pour que j'aille mieux, Cécile a fait installer le grenier. Je suis sous le toit. Quand il pleut, j'entends parce que le toit, c'était le toit qui était très abîmé quand on a acheté. C'est pour ça qu'il l'a donné la maison. Elle a laissé crouler, elle prenait l'eau par le haut. Et aussi par le bas, parce que les caves, c'était tout plein de flotte. Ce qui fait que j'entends, ce qui fait que de temps en temps, là, il pleut pas aujourd'hui. Mais s'il se met à pleuvoir tout à l'heure, mais cette saison-là, il pleut pas tellement. C'est la neige maintenant. Il y a de la neige. Mais s'il pleut, bah, ça s'entend. Le micro, il va le prendre aussi, ça. Mais c'est bien. Ça me plaît quand il pleut. Je suis à la hauteur. J'ai tellement été habitué à vivre en bas. Je suis né dans une cave. Je suis né dans une cave. Une vraie cave. Avec d'autres caves autour. Et comme fenêtre, un soupirail. Petite cuisinière avec le tuyau qui partait à travers le mur. Tu foutais le camp dehors. Dans une bonne maison bourgeoise. De 4 étages. Au-dessus de nous. Ils nous tenaient chaud. Alors maintenant, je suis dans un grenier. Je m'élève. Et Cécile a fait mettre de l'isorel sous le toit pour atténuer un peu le bruit et puis pour retenir un peu la chaleur. J'ai un poêle là. J'ai un poêle à bois. Et puis en bas, il y a aussi un poêle à bois. Il y a un radiateur. On n'a pas froid. On a déjà passé 3 hivers. On était là en 59, on a passé l'hiver de 59, 60, 61, 62, puis maintenant on attaque 63. Mais voilà, je dessinais, disons. J'ai commencé à dessiner à Marseille quand j'étais dans cette librairie. Bon, je suis resté 4 ans à Marseille, 4 ans et demi même. Ah non, je me trompe, je suis resté 5 ans. Ah ouais. Je suis arrivé en 47, je l'ai quitté en 51. 4 ans, oui. Le temps d'avoir 2 enfants, de rendre malheureux les gens autour de moi, mais eux, ils se sont évertués à me faire comprendre que j'étais un bon à rien. Et ils ont raison. Je suis bon à rien dans leur histoire. Maintenant, mon histoire à moi, ça compte pas. J'ai découvert le dessin à ce moment-là, et j'ai découvert, à travers les livres, que j'avais de temps en temps des envies d'écrire des petits bouts de papier. C'était pas du mimétisme, hein. Non. Alors, je sais pas du tout si tout ça, ça va, mais... Je me suis mis à écrire en cachette des poèmes très courts, et puis commencer à prendre des petits bouts de notes, à faire des petits dessins. Comme je ne sais pas dessiner, au fond, je savais écrire, mais peu écrire. De lire, je n'ai jamais lu. Il a fallu que j'arrive dans une librairie pour lire. Alors, c'était pas facile. Je mettais très longtemps à lire un livre. Seulement, la chance voulait que je sois tombé plutôt sur un tel livre que tel autre, et que je sois passionné immédiatement. Par ce qui était dit, sûrement. J'étais à l'école, d'une certaine manière, mais à l'école, je venais de sortir de l'école de la vie pour rentrer dans la grande école de la conscience de la vie, la conscience que je suis en vie, que si je veux pas faire comme les autres autour de moi ont fait, autour de nous, on se tuait beaucoup chez moi. Si je voulais pas faire ça, moi aussi, il fallait que j'aie un certain éveil
Et j'étais pourtant réveillé, mais éveillé, c'est encore autre chose. J'ai senti tout ça, j'ai senti les nuances très tôt, très petit. Il m'est arrivé quelque chose, quand j'étais tout petit. Quelque chose que j'ai gardé parce que je ne pouvais pas arriver à le dire, mais je le faisais comprendre que je le savais et on ne voulait pas me montrer en face qu'ils avaient compris que j'avais levé le drap. Ben, j'ai été tout petit. Oh, depuis des années maintenant, j'ai bien vu que beaucoup d'autres, des hommes, des femmes, disent au plus loin que je remonte, j'arrive, il y en a qui disent je me rappelle quand je suçais le sein de ma mère. Oui, moi je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle de quelque chose. Je dis je me rappelle, c'est pas du tout comme ça. Au fond, c'est que pas la peine que je tourne autour de ça. Hein, c'est que j'ai compris tout petit que tout, ça veut dire aussi bien manger, ma mère qui m'embrasse, la pluie, les arbres, les tramways, je sais pas quoi dire. Tout, j'avais 4 ans. Que tout était... Mais non, c'est pas comme ça. J'allais dire, j'ai compris que tout était sous quelque chose. Non, c'était pas ça. Pas plus que je peux dire que tout était surveillé par. J'ai compris que ce dont on ne parlait jamais, c'était ce qui était le plus épais, le plus... Et voilà, mais j'avais pas les mots. Mais j'ai compris ça. Et j'ai compris ça, c'est quoi? Eh ben, j'ai compris. Et puis j'ai eu des confirmations très très vite. Moi, je ne savais pas jusqu'à 3-4 ans. J'avais été retiré de ma mère parce qu'elle était encore malade. Toujours la même chose. On était tous tuberculeux, là. Tous. Même mon père, qui ne le savait pas. Il l'était. Ouais. Alors moi, je le suis devenu tout petit. On m'a retiré d'elle. Ben, là où j'étais, tous les gosses qu'on regardait, on m'avait mis dans une maison. C'était une œuvre. On était plusieurs, une cinquantaine, je ne sais pas combien on était. Je me souviens que j'ai couru dans un couloir, à peine on m'avait déposé dans cette maison. J'ai eu une peur. Peut-être que je me souviens de ma première peur, elle est là. 3 ans et demi, sans doute. Ouais. Ouais, à peu près. J'ai couru dans un couloir, j'avais jamais vu de couloir comme ça de ma vie, même de couloir tout court. Je connaissais seulement, on me prenait, on me sortait de la cave, on me mettait au rez-de-chaussée, et sur la chaussée, je marchais. C'était ma promenade, on m'aérait, puis après on redescendait en bas. Ouais. Des grands couloirs peints, il me semble, en vert pâle, un peu amande. Ouais. Ouais. C'était grand, mais il était peut-être pas très grand ce couloir. Mais ça m'a semblé... Ah, j'ai couru. Au bout, il y avait une porte vitrée. J'avais jamais vu de porte vitrée. Je me suis jeté dans la porte vitrée qui s'est cassée avec moi, sous moi, en moi. J'ai été coupé un petit peu partout, mais rien de méchant. J'ai vu le sang qui coulait. Et puis, rien. Puis, bien sûr, les infirmières sont arrivées. Bon, puis c'est tout. On m'a rien dit. Mais ce choc-là, la vitre que j'avais pas vue, ça s'est inscrit en moi. On m'a bien dit après, il faut faire attention. On me mettait devant une porte vitrée, on me disait, toi, t'es ici, puis à l'autre côté. Ouais. Alors, quelque temps après, bon, je suis revenu, quelque temps, 1 an. Je suis revenu à la cave. Ça m'avait marqué, mais je ne pouvais pas penser à ça. Je ne pouvais pas dire, j'ai même pas dit à la maison, j'ai couru dans le couloir, j'ai cassé, j'ai pas vu qu'il y avait une vitre, je suis passé à travers, je me suis fait couper, là, voilà, j'ai encore ça, là, j'ai des cicatrices. On ne parle pas de ça. Mais ça m'avait marqué. Pas seulement que je m'étais blessé, mais il y avait autre chose là derrière, là-dedans, là-dessous. Et puis de l'autre côté aussi, il y avait autre chose.
Et, et c'est à peu près là, à ce retour-là, à ce moment-là, à cet âge très jeune là, que j'ai vu. Que j'ai vu. Je peux pas dire que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu, je le comprenais pas. Ma mère est allée rendre visite à une cousine à elle. Elle m'a emmené, ça me faisait prendre l'air. Dès que quelqu'un sortait, on disait on emmène le gosse. Ça l'aère. Alors on allait attendre mon père à la sortie de l'usine. Alors on respirait du poussier, de la poussière, mais ça m'aérait quand même. C'était mieux qu'en bas. On disait en bas. Et alors, ma mère va rendre visite à une cousine et elle me laisse jouer dans la cour. Il y avait des hommes qui jouaient, c'était dans le quartier italien de Boulogne, il y avait des hommes qui jouaient là. Alors, je reste au milieu des hommes. Les hommes qui jouaient, ils jouaient au palais. Hein, c'était un jeu italien, ça. Enfin, c'était des Italiens qui jouaient chez moi. Et on avait des palais, on se rapprochait le plus près possible d'une ligne, et sur cette ligne, il y avait une petite bille. Bon. Puis on gagnait. Alors les hommes, ils étaient là, ils sifflaient, ils gueulaient, ils buvaient du vin, ils crachaient. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et ma mère est arrivée, elle m'a dit ça va, je peux te laisser encore un moment. Je lui ai dit oui. J'aurais dû dire non. À peine elle est partie que je la suivais. J'étais déjà venu chez cette cousine. Enfin, il y avait là aussi un escalier dans le noir. C'était des masures. Ça m'a. Enfin, je sais pas. C'est pas que ça m'a attiré, ça. Rien. J'ai pas voulu rester avec les hommes. Je suis monté tout doucement, sans faire de bruit, mais. Et là où était la cousine de ma mère, la porte était entr'ouverte. Et j'ai glissé mon œil. Puis j'entendais qu'on chuchotait. J'ai un peu poussé la porte, je me suis un peu avancé. Il n'y avait qu'une pièce. Une pièce qui faisait chambre, cuisine, toute petite. J'ai vu une petite lumière qui brûlait. Et j'ai vu une vieille tante allongée sur le lit, avec la petite lumière à côté. Elle avait les yeux fermés. L'odeur de la petite lumière, c'était une lampe à pétrole. Je la connaissais, puisqu'on avait une lampe à pétrole dans la cave. Moi aussi, j'avais une grand-mère. Elles étaient cousines toutes les deux, d'ailleurs, les deux grand-mères. Mais elles ne bougeaient pas, et puis ma mère n'arrêtait pas de murmurer, et puis la cousine de ma mère murmurait à côté d'elle. Et je suis redescendu. Et puis là, j'ai eu de la fièvre après. J'avais pas pu comprendre exactement ce que c'était. Je questionnais ma mère sans lui demander directement. J'aurais pu lui dire tout simplement, j'ai vu la vieille tante, elle était dans son lit. Bon, j'aurais pas pu dire qu'est-ce qu'elle a. Je pourrais pas deviner ce qu'elle avait. Et puis les semaines ont passé, et puis ma mère a ouvertement dit à des cousines à elle, à des nièces à elle, que cette grand-mère était morte, que la mort était venue la prendre. Et c'est là. C'est à ce moment que j'ai gardé ça pour moi longtemps, des années, et que j'en étais venu à être obsédé. La nuit, je la revoyais, cette vieille tante. Je la revoyais dans toutes les positions, mais je la voyais quand même immobile, éclairée. Je regardais des fois ma grand-mère dans la journée. Moi, je restais allongé souvent. Ma grand-mère s'allongeait aussi sur un lit à côté de moi, en bas, dans la cave. Il y avait la lampe à pétrole qui brûlait. Elle savait pas lire. Elle fermait les yeux, elle priait. Elle dormait pas. Elle priait tout le temps. Alors je la regardais. Et elle avait la même couleur que l'autre, la vieille tante. Les yeux, il y avait que les lèvres qui bougeaient. La différence, c'est qu'il y en avait une qui avait les lèvres qui bougeaient et l'autre que les lèvres, elles bougeaient plus.
et que ma mère avait dit elle est morte, et que j'avais pas encore bien touché ça. Ben, l'occasion m'a été donnée très vite. J'ai trouvé un jour, en allant avec ma grand-mère prendre l'air, un chat mort dans la rue. Les rues, à l'époque, c'était de la terre. Dans notre quartier. Et le chat, il était là, il avait pris la pluie, la terre avait fondu, avait rebondi sur lui. Et j'ai dit à la grand-mère, ma grand-mère était aveugle, j'ai dit à ma grand-mère, attends, j'ai fait tomber quelque chose, parce que si je lui avais dit, il y a un chat qui bouge plus, j'ai dit, j'ai fait tomber, je sais pas quoi, mon mouchoir, n'importe quoi. Attends. Alors elle a attendu. Je me suis baissé. J'ai vu que c'était comme la grande tante. C'était pareil. J'ai touché, il était dur. J'ai appuyé très fort, il n'a pas relevé la tête. J'ai mis mon pied dessus, puis j'ai bien appuyé. J'étais encore un peu mou. C'était ça la tante, la vieille tante. Et je peux pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après je vais mentir. Je veux pas. Mais ça a été comme un poteau qui était là tout le temps, dans la cave, ailleurs même, quand on m'emmenait ailleurs, de temps en temps, je revoyais le poteau. C'était ça. Ça, c'était ce qui devient dur alors que c'était mou. C'était ce qui ne parle pas alors que ça faisait du bruit. C'était ce que ma mère disait. Elle est morte. Puis après, j'ai entendu beaucoup de fois. Après j'ai su, j'ai dit que je savais. C'est un peu comme une histoire de Père Noël, ça. On fait croire qu'on ne sait pas. Puis les autres, ils vous font croire aussi que ça n'existe pas. Alors, je ne peux pas dire que j'ai été attiré par... Non, je n'ai pas été attiré par ça. Mais mon monde, qui n'était pauvre qu'en apparence, m'est devenu mon monde, pauvre ou pas, et que quand j'ai eu 25 ans. Mon monde est resté pauvre quand j'ai fait la guerre. Et ça a été dur. Mon monde a été pauvre quand je suis tombé malade en étant jeune. Mon monde était un peu pauvre, un peu brillant, quand j'ai commencé à aller en usine. Et puis vite, ça s'est cassé encore. Mais ça allait. Ah, ça allait. Moi, j'ai toujours été bien, dans le fond. Et quand j'ai rencontré les livres, là, ça a été une autre affaire. Bon. Alors, j'ai eu des rêves. Moi, je crois que j'ai eu des rêves très lourds. Des rêves légers, je n'ai pas souvenir de ça. Mais je me suis souvenu de mes rêves. Je rêve encore maintenant, beaucoup, toujours. On a toujours rêvé chez moi. Ma grand-mère rêvait, me faisait raconter mes rêves, me disait à ma mère qu'il a rêvé ça. Alors ça c'était bon, ça c'était pas bon. Bon, il le disait en italien pour que je comprenne pas bien. Mais ces rêves-là, longtemps ils sont passés sans s'arrêter. Le matin, vite, je le disais à ma grand-mère, parce que c'était le moment important. Mais les rêves s'arrêtaient au fond ailleurs. Mais ils passaient devant moi, au fond, sans me voir. Et puis l'année suivante, ça les perdait. Alors, bon, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai jamais parlé dans un micro. Mais je peux me dire, j'avais jamais tapé sur une machine avant de taper pour la première fois quand j'ai été dans l'armée, quand la guerre a été finie, qu'on est rentré en Allemagne, qu'on a occupé là-bas. Et je peux dire combien profondément j'avais besoin d'occuper l'Allemagne, moi. Oui. Patriote, je suis pas sûr que j'ai été un patriote, mais j'en ai eu besoin.
J'en ai eu besoin. J'ai vu les choses. J'ai vu avant la guerre, j'ai vu trop. J'avais besoin. Alors c'est là que j'ai eu ma première machine, je tapais avec un doigt. Quand la guerre a été terminée, on avait fait de moi le type qui ravitaillait, quoi. Alors j'étais obligé de taper, de faire des bilans, des états, montrer la situation, ce que j'avais, ce qui me restait, d'aller le faire signer par le Pitaine. Enfin, bon, je me suis défendu. Je me suis défendu. Je devais seulement faire attention que je ne savais pas faire beaucoup de phrases et que je faisais beaucoup de fautes dans les phrases. Donc j'en restais à le pain, le beurre, le fromage, la viande, les kilos. Voilà, ça je pouvais. Ça, j'avais fait. J'ai travaillé longtemps sur les marchés en étant petit. Bon. Mais parler, c'est peut-être pire, si. Pas pire. Plus, mais pas plus non plus. Écrire, faire venir des mots, les laisser venir, les mettre en place, pas trop y toucher, voir que c'est un peu comme de l'eau, ça fait un tourbillon, puis ça s'en va plus loin. Alors on rejette encore une pierre, ça fait encore des ronds, un petit tourbillon, ça va rejoindre l'autre, et puis ne plus y penser même. C'est un peu ça pour moi, écrire. Au début, c'était un peu ça. C'était un peu on peut dire, c'était un peu le bordel.